Réuni en Conseil des ministres hier mercredi, le gouvernement a décidé de l'implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes socio-éducatives dans 20 collèges d'enseignement général en République du Bénin. De quoi s'agit-il concrètement et quel en est l'intérêt? On en parle donc dans l'actu décalé de ce jour avec Laurent Roland Tonenquet. Je précise que vos réactions sont donc les bienvenues au 96 116 68 68 ou encore via le direct en cours sur Facebook, donc sur le Méta. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau, bonjour Ahmed Arikba, Bien, téléspectateurs. bienvenue. Merci. Le gouvernement donc a décidé de l'implémentation de la phase pilote de l'initiative des classes socio-éducatives dans 20 établissements d'enseignement général. Laurent Roland Tonenquet, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, je crois que quand on se réfère à une récente sortie de la ministre des Affaires sociales, c'est que les classes socio-éducatives contribueraient au renforcement du civisme, de la citoyenneté, de la prévention des risques et du savoir-être. Parce que nous assistons de plus en plus à une déchéance des valeurs sociétales, à une déchéance de la morale dans nos communautés. Et donc, il va falloir retourner à l'école parce que je me souviens que quand on était au cours primaire, on faisait le civisme, on faisait la morale, lesquels cours en pratiquement, même si ça existe, pas sous la même forme, avec la même pratique. Et donc aujourd'hui, il va falloir retourner à ces valeurs-là, inculquer aux enfants ce qu'on appelle la citoyenneté. Vous savez, on voit régulièrement des gens détruire les infrastructures du pays n'importe comment, comme si ce n'était pas des Béninois. Il faut leur apprendre que ce qui est bien public doit pouvoir être, comment vous appelez, protégé et bien entretenu. Je crois qu'il y a quelques jours, il y a une décision qui est sortie pour dire on ne veut plus voir des affiches sur les panneaux, par exemple. Oui. Quelqu'un qui est éduqué à la citoyenneté ne peut pas se lever et aller mettre une affiche de sa structure parce qu'il veut faire un recrutement, mettre l'affiche sur un panneau. Voilà, des fois sur un panneau, quelqu'un qui va prendre un panneau qui est censé orienter les usagers de la route. Donc quelqu'un qui est éduqué à la citoyenneté, au civisme, ne peut pas se lever et aller mettre une affiche sur le mur de quelqu'un alors que la personne a dépensé de l'argent pour entretenir même le mur de l'université. Vous voyez ce à quoi on assistait par le passé. Donc, il y a certaines choses. Quelqu'un qui est éduqué à la citoyenneté et au civisme ne peut pas se lever et manquer de respect à une personne adulte. Et il y a des comportements qu'on doit avoir dans la société. Quand une personne adulte parle, on se tait, on l'écoute et après on répond. Mais on ne contredit pas avec virulence. Donc il y a certaines choses qu'il faut encore apprendre à la nouvelle génération, nous-mêmes y compris, parce que notre génération, d'ailleurs même c'est notre génération qui a commencé à montrer le chemin de la dépravation et de la déviance. Déviance, pardon, et malheureusement, la nouvelle génération, celle qui nous suit, nous prend comme modèle. Et il y a ça. Quelqu'un qui est éduqué à la citoyenneté ne prend pas plaisir avec la femme d'autrui parce qu'il comprend que la femme d'autrui, c'est quelque chose de respecté. Quelqu'un qui est éduqué à la citoyenneté sait qu'on ne peut pas violer une femme. À un moment donné, il faut faire très attention. Donc, il y a certaines choses, le respect de la femme, c'est parce que éduquer à la citoyenneté, au civisme, au moral, en tout cas à la morale, pardon, et au bien-être, au savoir-être dans la société, tout ça concourt à avoir un citoyen exemplaire qui est un modèle pour sa société, modèle pour sa famille, modèle pour la nouvelle génération, modèle pour les apprenants quand il s'agit d'un enseignant qui doit comprendre qu'il ne va pas se permettre à pratiquer la pédophilie sur les petites filles à l'école, dans certaines mesures. Parce que oui, dans l'un dans l'autre, c'est les classes socio-éducatives, d'accord, mais il s'agit ici maintenant de mettre des gens aussi dans, comment vous appelez, il y a le terme là qu'ils utilisent, en situation. En situation. Mettre en situation. Situation. Donc, même l'enseignant qui est en situation, qui enseigne, doit se rappeler de ces principes-là et comprend que oui, il faut faire très attention. Donc, l'un dans l'autre, je crois que c'est une bonne chose. Il faut apprécier cela et faire en sorte et souhaiter qu'au-delà des 20 établissements, que nous puissions aller au-delà des 20 établissements. Pourquoi pas tous les établissements du Bénin pour montrer encore le chemin des valeurs à nos enfants, à la nouvelle génération. Et il faut donc préciser que vos réactions sont attendues au 96 76 68 68 par rapport donc à l'instauration des classes socio-éducatives au Bénin. On se pose la question de l'intérêt d'une telle réforme. Préciser qu'il y a eu un atelier justement dans ce cadre organisé donc il y a quelques jours, courant le mois d'août ou juillet.
justement au détour duquel donc, la ministre justement des Affaires sociales et de la microfinance a fait un certain nombre de déclarations donnant à savoir justement de quoi il s'agit concrètement. Alors, est-ce qu'on sait concrètement comment cela va se passer sur le terrain, Laurent? Bon, moi, je crois que, puisque jusqu'à ce que le gouvernement avait déjà mis en place un premier programme qui... Les classes culturelles, c'est ça? Il y a les classes sportives d'abord. Les classes sportives, oui. Il y a les classes sportives. Il y a les classes culturelles. Donc, je crois que certainement il y aura des séquences ou pour des emplois du temps précis. Oui, il s'agit justement d'intégrer donc de nouveaux modules à l'existant. Voilà, dans les curricula de formation et de faire en sorte qu'il y ait la morale, le civisme, tout ça. Qui soit donc désormais inculqué aux enfants. Alors on parle des collèges, donc les classes de 6e notamment qui sont concernées par les classes socio-éducatives. En fait, on sait qu'on aura des citoyens de type nouveau à partir de cette génération. Si on commence la 6e, c'est que le temps d'aller en terminale. En terminale, on a le temps justement de former toute une génération. Toute une génération. Et donc, je crois qu'au-delà des fins d'établissement, il faut aller. Je pense même que ce programme, si on doit le mettre en pratique, il faut commencer par les grandes villes. Parce que ce dont on parle est beaucoup plus observé aujourd'hui au niveau des grandes villes, surtout les villes à statut particulier. Pourquoi ne pas identifier Porte Nouveau, Cotonou, Abomey-Clavier, Parakou, et donc les établissements de ces communes-là, on fait l'expérimentation vers ces établissements. Parce que c'est des villes qui modernes, malheureusement, et donc tout ce qui est moderne est importé dans ces villes. Et donc, quand on va commencer à partir de ces communes, on ira vers les communes à statut intermédiaire et après vers les autres communes, histoire de régler le problème. Ce qu'on sait aussi, c'est que le projet, donc, on est à une phase pilote, donc 20 établissements pour le moment. Évidemment, ça va s'élargir un peu plus tard. Alors, il s'agit de 10 collèges en milieu urbain et de 10 autres collèges en milieu ruraux et interurbains. Donc, le dispatching sera fait en ce sens. Et à proprement parler, il s'agira donc d'inculquer à nouveau les valeurs attachées donc, à la citoyenneté, voilà. Au civisme. Au civisme, à la prévention des risques. Prévention des risques, oui. Mais au savoir-être aux enfants. Savoir-être aux enfants. Je pense qu'on parle aussi de management, par exemple. Donc, autant de notions qui seront désormais, disons, inculquées aux enfants, alors pas dès le bas âge, mais quand même la 6e, c'est... Oui, quand même. Non, mais c'est le bas âge. C'est un référentiel. À l'époque, nous étions en 6e à 15 ans ou à 16 ans. Aujourd'hui, on a des enfants en 10 ans, en 6e. Donc, c'est le bas âge. Moi, je fais ma 6e, j'avais à peine, je pense, 10 ans. À peine 10 ans, je pense. Bon, moi, je n'ai pas fait la 6e à 15 ans de toute façon. Voilà, c'est une manière de parler. Moi, j'avais 13 ans, donc je n'ai pas fait la 6e à 15 ans. Mais je sais qu'au niveau à notre temps, il y a beaucoup qui avaient, qui avaient même 18 ans, en 6e, 17 ans en 6e. Nous étions des exceptions, nous autres, à avoir 10 ans ou donc, voilà. 10 ans ou 9 ans en classe de 6e. Donc, il s'agit en tout cas pour le gouvernement de... il y a un quotidien, par exemple, ce matin qui a titré en Conseil des ministres, le gouvernement prend une mesure contre la cybercriminalité. Est-ce que vous pensez que ce genre, justement, d'initiative peut également contribuer à la lutte contre la cybercriminalité? Oui, quelqu'un qui est éduqué à la citoyenneté, qui est éduqué pour respecter l'autre, qui est éduqué pour... ne pas faire du mal à son prochain, ne peut pas aller se lever pour aller dépouiller quelqu'un par la cybercriminalité, au point de se foutre pas mal de la vie que cette personne peut mener. Parce que ceux qui ont subi les assauts des cybercriminels, il y en a qui sont morts par crise cardiaque parce qu'en faisant un AVC, il y en a qui sont devenus malades à vie parce qu'ils n'ont pas du tout supporté cela. Il y en a qui sont allés se suicider. Et malheureusement, nos frères cybercriminels ne font pas la part, en tout cas ne font pas un examen de conscience en se rendant compte que quand ils font ça, ils mettent des gens en difficulté et que des gens se suicident à cause d'eux, des gens se donnent la mort, des gens meurent prématurément à cause d'eux. Donc, excusez l'un dans l'autre, il y a cette situation. Donc, quand on éduque quelqu'un à la citoyenneté, au civisme, à mieux, surtout on lui rappelle les valeurs de la vie, parce que le cybercriminel, malheureusement, c'est un voleur moderne, malheureusement. Un voleur des temps modernes. Voilà, le mot voleur, c'est quelqu'un qui vient prendre ce qui vous appartient, et peut-être nuitamment, ou bien il vous braque.
Mais le vol moderne maintenant consiste à rester derrière un ordinateur, à vous voler. Donc c'est des voleurs, c'est des brigands, c'est des délinquants qu'il faut décourager. Et tout délinquant, la délinquance n'est pas une bonne chose. Le banditisme, ce n'est pas une bonne chose. Donc quelqu'un qui est éduqué avec les valeurs, à qui on rappelle les valeurs, ne peut pas se permettre d'aller voler derrière son ordinateur, rester derrière son ordinateur, voler quelqu'un d'autre, dépouiller quelqu'un. Donc oui, c'est déjà une solution contre la cybercriminalité. J'insiste que oui, au-delà de cette solution, mais c'est de travailler aussi davantage à rappeler à ces enfants ou à ces jeunes qui sont dans l'école aujourd'hui que aussi longtemps qu'ils continueront à faire ça, ils seront traqués par la police républicaine et subiront les rigueurs de la loi. Allez, les classes socio-éducatives se veulent des cours d'éducation familiale et sociale qui abordent donc divers domaines de la vie, au nombre desquels alors, la question du leadership, par exemple, l'estime et l'affirmation de soi, la santé sexuelle et reproductive, la protection de l'environnement. On en parle, oui, on en parle pas assez, mais c'est important. La protection de l'environnement, aujourd'hui, c'est une question assez cruciale. Transversale. Parce que vous voyez les enfants manger pâté dans la récréation. D'abord, c'est les bonnes dames qui amènent sachets dans les écoles. Je sais que ça, au passage, je félicite ces collèges-là qui interdisent l'entrée des sachets plastiques. Mais il y en a qui vont dans les collèges avec les sachets plastiques, l'enfant finit de manger, et fait comme ça, il jette ça quelque part. Il continue son chemin. Au moins, en notre temps, c'était des papiers. Alors, c'est vrai que c'est pas très... Voilà. Et puis après, c'est pas très recommandé non plus, mais c'est mieux déjà que les sachets plastiques. On plante des arbres dans le collège, l'enfant vient là, il urine au pied de l'arbre. D'ailleurs, même à Cotonou, on voit des gens qui, à Cotonou, qui sortent, ouvrent leur braguette et qui urinent au pied des arbres. Peut-être un système d'arrosage, peut-être. Ah oui, mais je crois que quand on va construire les attaquer... Et l'environnement, c'est aussi ceux qui sont dans leur maison et qui, les matins, se réveillent de leur maison et mettent tous les déchets, on met avec de l'eau, on vient verser dans le caniveau. Vous regardez devant certaines maisons. Et ou dans la rue, ou dans la rue, tout simplement. Sur cette question, je voudrais interpeller le gouvernement sur la question pour dire, les caniveaux devant les maisons, passer devant ces caniveaux pour voir, ça pue, pas facile de rester debout là. Et donc, je crois qu'il faut trouver une formule pour commencer par interpeller tout propriétaire de maison qui a en face de lui un caniveau. J'ai garé ma voiture il y a quelques semaines devant une maison, une boutique, et qu'une dame sort de la maison, vient taper la voiture, il faut déplacer la voiture, je vais faire le caniveau. Oui, c'est son territoire. Quel territoire? C'est ça. Les eaux usées, on creuse des fosses dans sa maison, on les met dedans. Ce n'est pas pour le caniveau. Et vous allez voir que partout, les gens versent ces eaux-là. Le bitume se dégrade plus vite. Donc, je crois que le gouvernement se pencherait mieux sur cette question. Parce que les gens pensent que les caniveaux, c'est leur propriété. Ce n'est pas leur propriété. Il faut qu'on leur dise ça. Au point où les caniveaux puent, sérieusement, vous ne pouvez pas rester devant certaines maisons aujourd'hui. Même, il y en a même qui ont trouvé l'ingénieuse idée de creuser et de relier les fosses de leur maison avec les caniveaux. Je ne dis pas n'importe quoi. Ça existe à Cotonou. Et les déchets vont directement dans les caniveaux. Ça existe à Cotonou. Donc, il faut que les services d'hygiène aillent faire le contrôle pour décourager ces personnes. Bon, ceci étant. Donc, les enfants, quand un enfant voit ça, il va continuer à le faire. D'ailleurs, même, ce n'est pas papa ou maman qui saute pour aller verser ça. Papa et maman donnent. C'est l'enfant qu'on envoie justement verser. Et donc, quand on va éduquer l'enfant à la protection de l'environnement, c'est une chose, l'enfant, quand papa va lui dire ça, il peut refuser. C'est vrai que certains parents, c'est délicat. Comme c'est que nous avons, on va les taper à mort. C'est délicat de dire, papa, c'est pas bien. Vous voyez un peu. Donc, oui, mais quand l'enfant va lui dire une fois, deux fois, et qu'on va commencer à décourager. Normalement, oui, ça permet aux parents de se remettre en cause. Il y a tout ça là. La protection de l'environnement. On parle de la protection de l'environnement, justement, les éco-réflexes. Les éco-réflexes, et faire en sorte que, oui, qu'on comprenne que nous évoluons, la couche d'ozone est davantage détruite, et dans tout ce que nous faisons comme action sur Terre, et ça contribue à détruire davantage la couche d'ozone. Avant, on pouvait sortir sous le soleil. Moi, hier, je suis sorti, il y avait le soleil, je ne pouvais pas supporter. Ah, c'est pas évident. Même dans une voiture, vous ne pouvez pas supporter. Donc, ouais, c'est pas évident. Je crois que c'est autant de choses. Et donc, ces cas socio-éducatifs sont
les bienvenus. Ça va contribuer à régler un problème de la société, dépravation, protection de l'environnement, mauvais comportement, la délinquance, un certain nombre de choses. Un sujet non moins important, Laurent Roland Tononiquès, la santé sexuelle et reproductive. Oui, la santé sexuelle et reproductive, c'est vrai que sur cette question, je ne partagerai pas d'emblée l'avis de certaines autorités, de certains gouvernants, parce que malheureusement, je voudrais mettre du bémol pour dire attention, ne nous amenez pas la manière dont les gens font les enseignements sur la santé sexuelle et reproductive en Europe. Bien sûr que nos réalités sont différentes. Voilà, non, oui, justement. Sont différentes, hein. Oui, non, écoutez, il vaut mieux commencer par mettre du bémol et dire aux gens attention, on les supplie. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut discuter avec les enfants. Mais on ne va pas venir nous dire, comme on a dit que les pilules font partie des fournitures scolaires. Qu'on ne viendrait pas les pilules contraceptives? Ou les préservatifs font partie des fournitures scolaires. Ah bon? Non, c'est pas, ça n'a pas été dit ici. D'accord. Mais ailleurs, ça a commencé comme ça. Déjà? Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous dire des trucs comme ça pour dire oui, bon, la fille est libre. Parce que vous vous rappelez qu'on a dit, concernant les grossesses, pour dire que oui, la fille de 13 ans peut aller acheter une pilule à la pharmacie. Vous rappelez-vous de cette loi, on en a parlé. Et donc, nous allons vers une situation où, en voulant lutter contre la dépravation, c'est qu'on risque de tomber dans un autre piège. Et en tombant dans ce piège, on est en train de régler un problème, mais on risque de s'enfoncer davantage. Donc, je crois que sur cette question, au-delà de tout, sur cette question précise, il faut faire très attention, prendre du recul pour savoir ce que nous voulons proposer en termes d'enseignement sur la santé sexuelle et reproductive. Santé sexuelle et reproductive, pour que nous ne tombions pas en fait dans un grand piège qui risque de nous absorber tous. Allez, des cours qui vont également intégrer, à savoir des thématiques comme le comportement citoyen, le civisme, l'esprit patriotique, la prévention de certains fléaux sociaux tels que donc les dérives comportementales, la cybercriminalité. Laurent Roland Tononiquès, sujet abordé également, le management, j'en parlais tout à l'heure, la prise de décision. Alors, ce sont des choses forcément qu'on ne nous a pas apprises quand on était sur les bancs. Oui, non, vous savez... On parle de gestion du temps, on parle de gestion du stress, par exemple. Oui, parce que malheureusement, ce qui vous fait perdre beaucoup de choses, c'est que quand vous n'arrivez pas à vous maîtriser, à gérer votre temps, davantage, comment vous appelez, savoir gérer votre temps et vous maîtriser dans des situations données et savoir quelle décision prendre et quelle décision peut être la meilleure pour vous dans le système évident. Un certain nombre de choses. Des gens n'ont pas eu peut-être de soutien, se sont débrouillés, mais il y a des enfants qui ont toujours besoin d'être formés sur la question pour savoir comment prendre des décisions, comment faire le discernement dans une certaine mesure. Donc, c'est autant de choses dont il faut tenir compte. Je précise que le 96 76 68 68 est donc à votre disposition. 96 76 68 68. Si évidemment des réactions nous parviennent, eh bien, on les recevra par ici. Réaction également via le direct en cours sur le métal. Laurent Roland Tononiquès, toujours au rôle de ces classes socio-éducatives comme thématique à aborder. Je parlais donc du management, la prise de décision, la gestion du temps, la gestion du stress, la promotion des valeurs éthiques. Alors, on parlait tout à l'heure de la cybercriminalité, par exemple, la perte des valeurs. Je pense qu'on se retrouve parfaitement ici. On parle également de la construction d'un plan de vie, par exemple. Autant de thématiques qu'on n'enseignait pas par le passé. Vous savez, j'ai discuté il y a quelques jours avec un étudiant, en tout cas, un nouvel étudiant. Il vient bachelier. Oui, il vient d'avoir le bac. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire à l'université? Il commence à gratter la tête, il dit, mais qui ne sait pas encore. Qui ne sait pas encore. Wow. Mais après, il reste là, quelqu'un me dit, bon, j'irai faire anglais. Mais tu veux faire anglais? Pour quel but? Carrière envisagée. On t'a posé cette question. On t'a posé cette question. Professeur il y a un autre qui me dit, bon, écoutez, j'ai entendu parler de linguistique. C'est quelque chose dont c'est réel. Hein. J'ai entendu parler de linguistique, j'ai fait linguistique. Après, il dit, non, je vais faire lettres modernes. En 2023? Là, je vous dis, ça ne fait pas encore un mois. D'accord. Et je lui ai dit, mais qui t'a conseillé d'aller en lettres modernes?
Il dit oui, ben, qu'il est allé vers les lettres modernes parce que les gens ont dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes là et que bon, il fait ça. Il dit, mais, et puis après, il dit oui, après qu'il est en train de réfléchir, il dit, mais si tu fais linguistique, la licence seulement, bon, tu iras enseigner. Ah, mais, voilà. Les débouchés, peut-être que tu dois aller faire une formation, te spécialiser dans une autre formation pour le master. Mais est-ce que tu as les moyens pour aller faire ça d'après? Il y a des métiers d'avenir aujourd'hui. Il dit oui, bon, vous savez, il a continué à vouloir justifier. Donc j'ai compris qu'il y a un problème. Malheureusement, c'est vrai, celui-là, par exemple, est un orphelin de père, donc c'est seulement sa mère qui est là. Donc peut-être qu'il n'a pas de boussole, il n'y a personne pour lui parler. Mais il y a malheureusement aussi des gens qui sont... La première, c'est une fille, elle est avec ses parents. Hein. Donc les parents vivent, mais malheureusement, elle ne sait pas quoi faire. Et les parents apparemment, aussi... elle n'est pas voilà, les parents aussi n'ont pas orienté. Alors que, vous vous rappelez, en notre temps, nous, on nous disait à l'époque carrière envisagée. Bien sûr. Et puis, au moment où on nous parlait de carrière envisagée. Et c'est vrai vous rêviez de devenir, vous, quoi? Je rêvais de... Non, pardon. Je rêvais de devenir avocat. Parce qu'à l'époque, c'était le métier le plus non, moi, je rêvais de devenir avocat pour défendre la veuve et l'orphelin. Malheureusement, je ne suis pas avocat aujourd'hui, mais je crois que dans ce que je fais, j'ai des occasions de défendre la veuve et l'orphelin, de travailler pour la justice sociale. Surtout la veuve. Surtout la veuve. Donc, voilà. Surtout la veuve, vous la défendez, surtout. Non, mais écoutez. Non, mais écoutez, non, allons-y. J'arrête, c'est bon, j'arrête, c'est bon. Mon rôle, c'est de défendre les personnes vulnérables. Bien sûr, bien sûr. On tient compte de leurs intérêts. Et vous le faites si bien. Donc, pour dire quoi, à un moment donné, moi, j'ai ressenti, parce que, ayant subi beaucoup d'injustices dans ma vie, à un moment donné, j'avais toujours envie de faire un travail où j'aurais la chance de travailler pour la justice sociale, défendre les gens, pour qu'il y ait de la justice dans la communauté. Ça, c'est ma vie, ça. Mais il y a d'autres personnes, c'est peut-être ils ont vu un médecin qui les a bien soignés quand ils étaient enfants. Et la petite te dira, je veux être médecin. J'ai envie de devenir médecin. Et ça, ce rêve, cet enfant nourrit ça jusqu'au soir de sa vie. Il devient réellement médecin. Donc, aujourd'hui, avec la construction du projet de vie aujourd'hui, ça permet à ces enfants de savoir déjà où est-ce qu'ils veulent aller. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Si l'enfant dit déjà aujourd'hui à son papa, papa, je veux être médecin, et que l'enfant en SVT ne travaille pas, c'est le papa qui doit pouvoir dire à l'enfant, et d'ailleurs même au niveau des classes socio-éducatives, on lui rappelle que pour être médecin, voilà les matières dans lesquelles tu dois travailler dur, et tu dois mériter peut-être un 20, on veut te voir avoir un 20 en SVT au BPC, au CEP d'abord, au BPC, pardon, un 20 ou un 18 en SVT au bac, et un 15 en mathématiques et un 18 ou un 16 en PCT. Donc, ça participe à construire la personnalité de l'enfant, et l'enfant poursuit cet objectif-là, histoire de l'atteindre à la fin des études. À la fin de ses études. De façon concrète, bon à savoir, ces classes seront donc infusées, hein, comme on le disait tout à l'heure, Laurent Roland-Tourniquet, dans les situations d'apprentissage de 4 matières. Pour être précis, il s'agit du français, des sciences de la vie et de la terre, donc SVT, ce qu'on appelait biologie à l'époque, l'histoire et la géographie, ainsi que l'éducation physique et sportive, souligne le Conseil des ministres. À en croire le gouvernement, cette stratégie permet donc au système éducatif de maintenir les créneaux horaires actuels, donc les créneaux sont maintenus, et de bénéficier de l'expertise des enseignants des dites matières. Je précise donc que c'est 20 établissements pilotes, 10 en milieu urbain, 10 en milieu ruraux et interurbain, quitte à voir justement après comment élargir le spectre. L'essentiel a dit donc par rapport à l'instauration des classes socio-éducatives au Bénin, l'intérêt, hein, il est évident, Laurent Roland-Tourniquet, contribuer donc, on va dire quoi, à la formation d'un nouveau type de Béninois peut-être, qui tiennent beaucoup plus compte des valeurs morales, éthiques. Ça permet de lutter contre, entre autres, la cybercriminalité. La génération de 60 à aujourd'hui, on a vu comment ils ont géré le pays. Notre génération, on voit comment nous gérons. Le nouveau type de Béninois pourra mieux gérer s'ils sont bien formés. Si justement cette réforme est implémentée de la manière la plus, on va dire, adéquate possible. C'était l'actu décalé du jour, c'était le matin des de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Maurice Aboua sera à la présentation.